Et voilà, ce sera beaucoup mieux avec le son. Et donc, coucou tout le monde, c'est Laura. Bienvenue dans le 14e épisode des chroniques BD. Là où je parle de bande dessinée, celle que j'ai lue dans le mois qui vient de passer. J'ai un peu baissé le son chez moi parce que c'est un poil fort. Hop, voilà. Du coup, ce mois-ci est un peu particulier. Normalement, l'émission a lieu tous les premiers vendredis de chaque mois. Euh, mais là, on est le dernier vendredi du mois. Finalement, j'aurais pu le faire la semaine prochaine, mais bon, je m'étais engagé pour aujourd'hui, donc me voici. Et donc, coucou Chef Maxime. Donc, Chef Maxime, tu as une news à nous annoncer. Donc, c'est la sortie du spin-off One Piece épisode 8. Donc, effectivement, un spin-off sur Ace, sur le frère de Luffy, sur comment il a acquis son. Enfin, c'est un préquel en fait à son histoire. Je l'ai lu, enfin j'ai pas lu le manga là quand il vient de sortir, je crois qu'il est prévu en 2 tomes, mais en tout cas j'ai lu le scan quand ils sont sortis et c'était très très bien, les dessins, je ne sais plus qui s'occupe des dessins, Buishi, si je dis pas de bêtises, qui a fait, ça ne me reviendra pas de ce qu'a fait ce monsieur, mais en tout cas dans les dessins il déchire carrément. Et tu as découvert Darwin Games, c'est un manga, et ça je ne connais pas du tout. J'ai dû voir le nom traîner quelque part dans les sorties. Ok, je vais m'en un peu plus sur Darwin Games, pour voir si c'est un truc qui m'intéresse et qui pourra avoir, qui a sa place dans ma bibliothèque, c'est ce que j'ai envie de dire surtout. On verra ça. En tout cas, donc ce mois-ci, vu qu'il a été plus court que les autres entre la dernière émission et celle-ci, il y en aura un petit peu, il y aura un peu moins de livres. Mais c'est pas grave, le mois prochain, on a déjà toute cette pile à lire, plus un autre qui attend déjà. Donc il y a déjà de quoi faire pour le mois à venir. Déjà, passons à ce mois-ci, donc on va commencer tout de suite. Ah déjà, non, petite question avant, chef, qu'as-tu pensé de Darwin Games? Il y a au moins 21 tomes et t'en es au 2, c'est assez prometteur. Ok. Et bon, je vais vraiment renseigner un peu plus sur ce manga. Très bien, merci du partage. Du coup, c'est parti pour cette chronique BD 14e. Paf. Et on commence tout de suite avec de la science-fiction et en compagnie de la Compagnie Rouge. Donc, l'histoire. On va suivre une troupe de mercenaires l'univers de la Compagnie Rouge. On a des troupes de mercenaires qui s'affrontent à travers drones interposés. La Compagnie Rouge est une des compagnies les plus anciennes de la galaxie. C'est aussi une des peut-être des plus fortes. Enfin, en tout cas, elle est présentée comme une des plus fortes puisqu'on les suit. Et donc, cette compagnie accueille un nouveau monde. Et donc, par l'intermédiaire de ce membre, de cette personne, on va pouvoir découvrir un petit peu l'univers qui est présenté dans la Compagnie Rouge. Et l'univers des joutes, déjà. Et puis, un petit peu comment tout se construit la galaxie. Au niveau du scénario, on a Simon Trent. Donc Simon Trent, c'est j'ai trouvé que 2 séries connaissant ça pour lui. C'est Tuer de Gaulle et Kaina, la reine berbère, c'était dans la série Les Reines de Sang. C'est une série qui a beaucoup de tomes aujourd'hui. C'est une collection plutôt qu'une série. Et puis donc à chaque fois, ça parle de différentes personnes qui ont existé, femmes, enfin des personnalités féminines qui ont existé et qui ont joué un petit peu un rôle dans l'histoire avec un grand H. Au dessin, on a Jean-Michel Ponzio, donc c'est quelqu'un qui a passé pas mal de temps dans les images animées, donc tout ce qui est court-métrage, télé et cinéma, c'est seulement que court-métrage. Et ensuite, il a pu dessiner aussi quelques bandes dessinées, dont l'adaptation de Plus belle la vie. Et oui, il y a eu une adaptation en bande dessinée de Plus belle la vie. Il y a le complexe du chimpanzé qui raconte l'histoire du retour sur Terre de Neil Armstrong et Buzz Aldrin, sauf une fois qu'ils sont morts. Voilà, c'est un truc un peu spécial. Et encore, il a fait aussi, il a dessiné Experience Mort, qui est une bande dessinée scénarisée par Denis Bajram et Valérie Mangin. Je vous parlerai un jour de ces 2 personnes, puis qui se retrouvent en plus, surtout de Denis Bajram, ça j'en parlerai, il a dessiné la meilleure série de science-fiction qui existe, Universal War One. Ça donne pas envie, Plus belle la vie en BD. Peut-être que c'est vachement bien, et peut-être même que c'est mieux que la série de télé. Je dis ça, je n'ai jamais regardé la série de télé, enfin, j'ai dû voir un épisode, j'ai vu un faux raccord. Mec, on lui a plongé la main dans l'eau bouillante, derrière, on lui a fait un bandage, on lui a laissé le pouce en l'air. Bon, a trempé la main, là, le pouce il s'est pas détaché, il est revenu après, non, mais bon.
façon, hein, c'était plus belle la vie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette compagnie rouge. On va montrer quelques dessins. C'est compliqué d'être pire que la série. Détrompe-toi, on peut toujours faire pire. Du coup, pour euh, cette série, alors déjà pour moi, entre guillemets, c'est un peu trop facile. On met de la science-fiction, du space opéra, avec un vaisseau super stylé en couverture. Regardez, couverture, hein, un vaisseau stylé. Du coup, forcément, je vais y aller sur cette série. Et puis en plus, avec un avis positif, puisque voilà, c'est du space op. Et en plus, je suis super content quand même de l'avoir découverte. Le monde mélangé, c'est une influence de pas mal d'inspiration, mais tous ces mélanges, ça a créé un univers original. Donc bon, on a des mercenaires qui se battent pour des sociétés privées ou planétaires au travers de drones. Donc en théorie, il n'y a pas de mort. Je dis bien en théorie. Euh, et donc voilà, on sent qu'il y a une base qui est déjà vue, mais ça reste original. Donc non, enfin c'est bien. Voilà, déjà voilà, j'aime beaucoup le pitch. Souvent, comme souvent pour un tome 1, il faut présenter l'univers. Donc ça c'est fait facile. Une ficelle un petit peu facile, c'est fait via le personnage qui arrive dans la compagnie. Ça, on peut lui expliquer les tenants et les aboutissants des joutes et du monde. C'est facile, mais bon, faut le faire. À un moment, faut bien présenter cet univers. Donc, il y a il y a des péripéties, mais elles sont vraiment là pour nous expliquer le scénario. Donc, voilà, c'est à voir, c'est un peu survolé. Il y a un complot aussi, mais ça reste survolé. Un petit peu comme les vaisseaux qui survolent les planètes. Donc, à voir ensuite ce qui pourrait arriver. Les membres principaux du vaisseau, enfin de la compagnie, sont bien présentés. Ça, c'est. Voilà, on arrive un peu à la des grosses caractérisations. Hein. Limite, il y a le tactique rigolo, le gros bourrin, voilà, c'est un peu ce genre de choses. La capitaine mystérieuse. Mais ça fait le boulot. C'est pas de. Voilà, ils sont présentés au moins, on a le temps de s'attacher à eux. Parce que le tome est quand même assez. Enfin, le volume 1 est assez épais. Voilà, on a une centaine de pages, 124 quand même, donc c'est on va dire un tome double. Est-ce qu'il y aura une suite? Je ne sais pas, j'espère en tout cas, parce qu'il n'y a pas, il y a pas marqué de tome 1 sur le côté ni rien, donc je pense qu'ils voulaient voir si ça la série marchait ou pas. Donc là, je sais pas, j'ai pas les résultats des ventes. Je pense que Delcourt ne l'a pas encore non plus. Un petit mot quand même sur les dessins, vous avez peut-être noté. Jean-Michel Ponzio, c'est quelqu'un qui fait un dessin assez réaliste, enfin photoréaliste. C'est-à-dire qu'il va peut-être prendre une photo et il va dessiner un peu les contours pour faire un dessin photoréaliste. Pas d'autres mots. Enfin, je sais pas trop comment ça marche. Là, on peut le voir sur la case qui est en bas à gauche. Ça donne par. C'est quelque chose on s'habitue. Au bout de 100 pages, ça donne quand même un résultat assez étrange sur certains visages, tout ça, mais voilà, on s'y habitue. Les dessins, en tout cas, dans les vaisseaux, tout ça, dans l'espace, les paysages, il n'y a aucun problème pour ça. C'est plus les visages où on peut tiquer. Mais par contre, c'est dommage, c'est un space opéra, c'est dommage de passer à côté. Donc pour conclure, les bases sont bien là, hein, sont bien ancrées. Maintenant, il faudrait une histoire un petit peu plus épique pour faire l'événement parfait. Donc voici pour la Compagnie Rouge. Euh, donc c'est chez Delcourt et c'est sorti il y a quelques temps déjà, je ne sais plus quand, au mois de janvier je crois. Allez, passons à la suite. Alors la suite c'est Elf, tome 35, déjà le 35. Enfin déjà après 10 ans hein, quand même, hein, mais ça fait au bout de 10 ans ça fait quand même 3 à 4 tomes par an. Hein. C'est presque pire que Marvel. Et donc là le tome 35, les multiples de 5 s'intéressent aux tomes liés aux elfes noirs et plus principalement à Gawain, enfin à lui, à ce monsieur. Donc cet elfe, c'est un elfe noir et bon il y aura plein de péripéties et là, globalement dans ce tome-là, on va lui donner un contrat à exécuter puisque les elfes noirs sont principalement des assassins. Ce sont même pas principalement, c'est une ligne d'assassins. Hein. Et donc du coup, on lui donne un contrat à exécuter et on va suivre ce contrat. L'équipe, c'est toujours la même qui était présente déjà pour les tomes 25 et 30, donc Christophe Arleston et Dana Dimat.
Donc Christophe Arleston, il est surtout connu pour la création de l'univers de Landfeust de 3. C'est pas un petit univers, hein. J'ai jamais lu Landfeust, j'ai jamais vraiment accroché malheureusement. Je joue que la série mère. Enfin, Landfeust de 3, ou Troy, hein, c'est vous qui voyez comment vous voulez prononcer. Ensuite, pour Dimat, c'est un pseudo, c'est une italienne qui s'appelle Daniela Di Matteo. Elle travaille dans la bande dessinée depuis une bonne dizaine d'années. Elle a fait aussi un peu de jeux vidéo avec Shadows dans le Vatican. Je sais pas du tout ce que ça vaut comme bande dessinée. Et elle a dessiné aussi des séries comme Les Aventuriers des Mers ou Petite Geisha. Petite Geisha qui a eu quelques prix, je crois. Et non, je n'ai pas lu Landfeust des étoiles. Je sais, c'est de la SF, mais étant donné que j'ai pas accroché Landfeust, je suis pas allé vers Landfeust des étoiles. J'ai pas envie de prolonger cet univers. Bon, c'est peut-être dommage, hein, donc si tu me dis que c'est très très bien, peut-être que j'essaierai d'y jeter un œil, mais je sais même pas où je pourrais les trouver. Parce que ça m'embête de les acheter, bah si, bibliothèque. Hein. Ce sera la solution, à mon avis, pour les lire. On verra. Mais faut vraiment qu'ils me disent que c'est vachement bien. L'homme feu à côté, c'est du pipi de chat. Bon, moi je pars de loin, j'ai pas accroché l'homme feu. Quelques images de. Alors je sais que j'ai lu le tome 1, mais je ne sais plus si c'est bien. Ok, merci chef. Donc bon, bah, l'homme feu, on va le mettre de côté et peut-être que j'y reviendrai un jour, mais pas aujourd'hui. Allez, les images. Bon, les images, vous les connaissez, hein, c'est déjà les mêmes que. Enfin, les dessins se ressemblent beaucoup entre chaque volume des mondes d'Arad, malheureusement. Voilà. Bon, après 80 albums, plus de 80 albums, ou près de 80, je sais plus, je ne même plus, albums dans les mondes d'Aquilon et les terres d'Aran, on peut se dire, bon bah, j'ai fait le tour du monde, il y a beaucoup de choses à m'apporter. Mais si, il y a une petite surprise dans ce volume-là. Il va apporter un nouveau mystère pour les elfes noirs. Est-ce que ce sera aussi pour tout le monde des elfes et des autres peuples? Je ne sais pas encore. Mais voilà, il y a un petit truc qui me fait. Ça peut être intéressant et j'ai presque hâte de lire la suite dans 5 tomes. Parce qu'entre temps, il va falloir farcir les guerres d'Aran et là, il va y avoir pas mal de titres. Guerre d'Aran qui commencera au mois de mars, donc peut-être que je vous en parle le mois prochain. Donc, à voir comment ça va se faire. Donc, pour peut-être, avant de parler vraiment de Tom Delph, je voudrais dire ceci. Donc là, au mois de mars, il va y avoir les guerres d'Aran. Donc, je crois que c'est 6 tomes qui vont sortir. Donc, liés à cet univers-là. Est-ce que des tomes d'Elf vont sortir liés aux guerres d'Aran? Je sais pas. J'ai pas trop l'info. Il y aura 2 tomes, un d'Elf, un de Mage et un d'Orc qui va sortir sous le sous-titre Extinction, qui seront liés à ces guerres d'Aran. Donc là, on est parti pour 1 an et demi à peu près de bagarre. Et en sachant que vu que le sous-titre c'est Extinction, une bagarre qui risque de mal finir pour les elfes. Je spoil. Je spoil alors que j'ai rien lu. Donc, pour rapport à l'Enfeuse des étoiles, après le souci des BD, c'est que c'est 16 € le tome, donc 2 mangas, et je suis un gros consommateur. Je peux comprendre. Maintenant, on n'a pas la même chose en lisant. On n'a pas forcément les mêmes attentes en lisant des bandes dessinées et des mangas. Bon, déjà, voilà, on a le support, hein, c'est quand même un grand volume. J'ai un manga qui traîne, hein. Ce sera pour le mois prochain. Hein. Vive My Hero Academia. Une fois encore, j'en parle pas. Voilà, on n'est pas la même chose. Après, effectivement, il y a la pagination. Un volume, c'est tous les 3 mois que ça sort à peu près pour une série hebdomadaire. Une série mensuelle, ça va plutôt être du coup 10 chapitres, plutôt un tome par an à peu près. Donc, finalement comme une bande dessinée. Bon, 200 pages. Est-ce que ça avance vraiment beaucoup à chaque fois? Il y a ce cliffhanger en fin de chaque chapitre aussi, que t'as pas en bande dessinée puisque ça arrive à chaque fois. Enfin, en fin de tome, donc c'est 56 pages. Surtout, celle-là, c'est 56 pages. Bon, voilà, un tome, effectivement, celui-là, ça doit coûter 16 €. La Compagnie Rouge juste avant, c'est 128 pages. Peut-être une vingtaine d'euros, effectivement, ça reste plus cher qu'un manga. C'est en couleur, c'est différent. C'est différent. Je comparerai pas, après je comprends que tu achètes des mangas. Après attention, pareil teasing pour le mois prochain. Eden. Donc effectivement, tome un peu plus gros, plus épais aussi, hein, c'est l'équivalent de 2 tomes de manga, c'est 16 € aussi. Bon, voilà, effectivement, le prix peut jouer. C'est aussi pour ça que les comics qui font à peu près 4% des ventes de bandes dessinées en France
enfin bande dessinée, manga et comics. Les mangas, ça correspond à 50%. Il y a 4% pour les comics et le reste bande dessinée jeunesse. Je mélange les deux. 4% c'est peanuts. Et qu'est-ce qui va se vendre dans ces 4%? Ça va être les opérations petit prix de chez Panini Comics et Urban, hein, ça, qui marche à mort, hein, je vous en ai déjà présenté. Et puis ça va être les comics, bah, Batman, Spider-Man, voilà, les gros super-héros, le combo Fortnite-Batman, oh, ça cartonne de fou. Le comics indé, ce que je vous parle principalement, ce que je vais encore vous parler aujourd'hui, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et donc, ce que cherchent à faire les éditeurs, surtout Delcourt, non, c'est pas Delcourt qui a sorti ça. Urban. Urban a sorti la collection Nomade. Ce sont des comics en volume, bah, en petit format, moins cher aussi, pour essayer de draguer un petit peu le public du manga. La dernière fois, j'avais dit que ça marchait pas trop. C'est ce que m'avait dit la vendeuse de chez Cultura, quand j'en avais discuté avec. Euh, de ce que j'ai pu comprendre de l'éditeur de comics, enfin de chez Urban, c'était lui. Enfin, non, de ce que j'ai compris, finalement, ça cartonne plutôt pas mal au niveau des ventes. En plus, l'édition est renouvelée, mais je ne sais pas dans quelle proportion, puisque ça s'est vendu à 1000-2000 exemplaires, ce qui serait déjà énorme pour du comics, j'en sais rien. Donc oui, le prix, je comprends que ce soit ça peut être un frein. Ça dépend quoi, ça dépend ce qu'on recherche aussi. Bon, donc c'était une grosse digression, j'ai arrêté de parler des elfes, surtout des elfes noirs en même temps, bon bah voilà, l'histoire, hormis le petit mystère qui a lieu dans ce tome-là, on mettrait un gobelin à la place de l'elfe noir, ça marcherait tout pareil. L'histoire, elle fonctionne, bon voilà. Mais au moins, il y a le petit mystère. Donc voilà, c'est une histoire qui est convenue. Ça ouvre des perspectives intéressantes pour la suite. Et petit bonus, il n'y a pas de teasing pour les Gardaran à la fin du tome, ce qu'on avait fait souvent. Donc voilà pour les elfes noirs. J'ai passé plus de temps sur ce volume parce que j'en ai pas parlé. Ça c'est beau. Allez, passons à la suite. Et nous sommes avec No Future. Avec un accent anglais à couper au couteau. Il est dégueulasse cet accent anglais. Euh, No Future va s'intéresser à Allen. C'est la jeune femme qui est au milieu de cette couverture. C'est une mercenaire qui a un tempérament, on va dire, volcanique. Et elle est chargée de récupérer des documents qu'un habile voleur qui s'appelle Jean-Claude Belmondo, EAU à la fin, pas O. Donc ce voleur-là a utilisé ces documents et Allen va être chargé de récupérer tout ça. On va présenter quand même Éric Corbeyran, mais j'ai eu beaucoup de mal à savoir comment, puisque bah, depuis les années 90, il est à la tête, il a écrit à peu près, j'ai pas compté, mais environ 200 albums. Je fais un paquet d'albums, donc évident à trouver des séries qui ressortent vraiment du lot quand même pour lui. En tout cas, j'ai pas trouvé trop de trucs éclatés. Allez, on va citer le Chant des Striges, une bande dessinée avec des vampires. Donc, il a dessiné aussi les semi-elfes du monde d'Aquilon. Donc là, il y a eu 4 volumes, je crois, sur les semi-elfes. Scénarisés, pardon. Et il a aussi scénarisé Urfonie. Mais je sais pas s'il a fait tous les tomes ou quelques-uns, ça je sais pas. Bon bah il a bossé sur Urfonie. Voilà, et puis bon bah du coup beaucoup d'autres. Pour le dessin, pour Jeff, bah, lui il a pas mal de séries également. Il a commencé avec l'épée noire du Pentascare. Il fait une petite pause pour aller dans l'univers des courts-métrages et de la musique et des clips. De la musique, peut-être les deux, je sais pas non plus. Bon, j'ai des infos, mais j'ai que la moitié des infos, je suis désolé, hein, je fais mal mon boulot. Donc après, cette petite parenthèse, il est revenu dans la bande dessinée, où il a travaillé avec Corbeyran pour Une balle dans la tête. On était en 2009, et depuis, bah, il a quand même toujours un peu continué dans la bande dessinée. Voilà pour nos futurs. Hop, voici des images. Déjà tout de suite, les personnages de Allen Brennan et de Jean-Claude Belmondo, ils sont absolument géniaux. J'ai adoré les suivre. Ils sont pleins d'énergie. Il y a un jugement futisme qui est énorme dans toute cette histoire. Donc ils sont en total décalage avec le monde qui les entoure.
voilà, j'aime beaucoup un petit peu ce genre de marginaux appelé à l'esprit complètement punk, ça marche à fond sur moi. Euh, et donc on va dire que le cyberpunk il a jamais aussi bien porté son nom, puisque c'est complètement là-dedans. Bon, l'histoire c'est vraiment un prétexte pour voir évoluer ces personnages, et surtout un moyen de dénoncer la bien-pensance du monde actuel. Quand je lisais nos futurs, ouais, je me sens que je vais faire la française parce que voilà. J'étais en train de me dire, mais est-ce que je vous le présente? Parce que c'est un sujet qui est complètement casse-gueule. Étant donné qu'on va parler du féminisme, on va parler du racisme, tout ça, et puis après je me suis dit, mais non, je vais pas me censurer, non, je lis cette BD, elle est cool en plus. Oui, ça va dénoncer tout un tas de thématiques, voilà, où dans ce monde-là, il ne fait pas bon d'être un homme blanc, hétéro, carnivore, hein, non, mieux être même vegan, issu d'une minorité. Il y a énormément de personnes qui se font teindre la peau, et même des gens qui sont bleus maintenant. Ça va très loin, ils en sont à la 150e dose de vaccin, parce que ça parle de Covid aussi. Mais ça a été parti vraiment dans les extrêmes pour dénoncer un petit peu le monde actuel. Voilà, Corbéran s'est fait plaisir sur ces points-là. Voilà. Après, avec ces thématiques-là, qui sont donc très entrées quand même dans l'actualité, je ne sais pas du tout comment la bande dessinée va vieillir. Si j'arrive dans 10 ans, est-ce que ça aura le même impact? Ça, j'en sais rien. Hein. Peut-être qu'on sera encore on sera peut-être en plein dedans ce qu'elle dénonce. Je n'espère pas, parce que ce serait vraiment triste. Donc bon, voilà, ça sera à voir plus tard. En tout cas, voilà, actuellement là, le BD est cool à lire. Voilà, on retrouve énormément de références. Hein. Déjà, bon, le personnage de Jean-Claude Belmondo, avec son nom. Il y a les injures, on va retrouver du Partoutatis, du Zeus. Voilà, donc plein de petits trucs. Hein. Voilà, c'est un bon défouloir sur fond de civilisation post-Covid. Un petit point noir quand même, parce que bon, j'aime bien trouver un petit défaut quand même dans la BD. C'est les modèles de véhicules. Ils sont super stylés. Donc ça, c'est pas le point négatif. Hein. C'est juste qu'ils sont souvent copiés-collés et même au sein de la même case. Ça se voit. Par exemple, un véhicule qui commence à se barrer sur la droite, enfin, donc vous, pour vous sur la gauche, et ben il y a le deuxième véhicule qui va le suivre. Ça va être le même qui sera dans la même position. On va juste un petit peu changer les couleurs, mais ça c'est un peu dommage. Et on va le retrouver pareil sur des rangs de cases. Sur des rangs de cases, vous trouvez des fois plusieurs véhicules dont on fait attention. Bon, c'est une petite facilité, mais bon, on lui pardonne parce qu'il y a de l'énergie dans ce titre. Et surtout qu'il y a un point bonus, je lui donne un point bonus aussi, c'est qu'il y a un générique d'intro. Ouais, un générique d'intro dans la BD. Je vous montre ça parce que c'est le début, donc il n'y a pas vraiment de spoil. Hop, tac. Pas terrible. Donc bon, on ouvre cette page-là, le titre. Après, on ouvre les éditions Delcourt. Enfin, voilà, les éditions Delcourt présentes presque. Hop, Éric Corbéran, le scénario. Autour de la page, dessin Jeff. Avec, voilà, on commence aussi à faire un peu faire de narration sans case. Hein. On voit Allen. Et ensuite, bon, le titre nous explose à la figure dans ce monde cyberpunk avec véhicules volants, donc qui peut faire penser à j'allais dire le cinquième élément, mais on va remonter bien avant, puisque le cinquième élément s'est inspiré grandement de personnes que je n'ai pas, voilà, de Valérian, pour retrouver un petit peu ça. Mais en tout cas, c'est super stylé. Moi, j'aime bien les véhicules volants. Vivement qu'on en ait aussi, mais qui volent bien. Mais ça va être ça va être l'enfer. Je suis pas tant pressé. Et on va passer au gros morceau de la journée, enfin de l'épisode, avec Blême. Bon, Blême. C'est l'intégrale des donc 6 volumes, 1 à 6. Il y a un tome 0 qui est une réédition d'un titre qui s'appelait Noise, qui passe avant Blame, donc que j'ai pas lu encore, que j'en lirai sans doute pas, vous comprendrez pourquoi. Du coup, voilà, là je présente vraiment les tomes 1 à 6 qui sont sortis il y a quelques années, qui sont encore trouvables. Enfin, je crois qu'ils sont encore trouvables. J'espère. Ce serait dommage de vous en parler. En tout cas, j'y reviendrai après pour en ce qui concerne Blame. Déjà, qu'est-ce que ça va nous raconter? Qu'est-ce qu'on a quelle histoire on va voir au travers de ces 6 volumes? Et bah, on a un homme qui déambule à travers une immense cité qui tombe un peu en ruine, à la recherche d'humains un peu spéciaux. Alors, ils sont un peu spéciaux, ils ont des gènes que le personne recherche. Euh, et tout ça, c'est scénarisé et dessiné par Tsutomu Nihei. Donc Tsutomu
Nihei, il a fait des études d'architecture, ça se voit d'ailleurs dans les dessins, euh, mais il a décidé de devenir un mangaka, et une de ses premières séries, Blame, ça a fait un carton énorme, une œuvre culte pour beaucoup de gens. Ensuite, il a eu la chance de dessiner, bon, je dis chance, de dessiner, surtout pour un japonais. Je m'interromps, c'est absolument insupportable. Pour vous et même pour moi, je commence une phrase, je m'arrête et tout, je m'interromps. Voilà, je m'en prends qu'à moi-même. Du coup, il a eu la chance de dessiner Wolverine pour les Américains. Il a aussi adapté le jeu vidéo Halo dont il est fan. Et ses derniers travaux, c'était pour les séries Knight of Sidonia et Apocalypse. Et c'est cool que tu en parles, tu voulais savoir ce que ça donnait Blame. Oui, ben c'est d'ailleurs pour ça que je voulais en parler. Ça fait longtemps que je voulais en parler. Je crois que ça m'est arrivé au milieu d'année dernière. J'ai fait, faut que j'en parle. Donc j'ai lu le tome 1 quand j'ai eu le temps. Et là, le mois de février était un peu calme le début. Donc j'ai pu lire les tomes 2 à 6 pour me faire une idée. Parce que je l'avais déjà lu. C'est une seconde lecture. Et quelle lecture? Allez, je vous montre des images. Voilà. Voilà les images. Donc voilà, comme je disais, ça me tenait à cœur. Parce que l'œuvre atteint un statut culte. Mais je ne comprends absolument pas pourquoi. Non, je ne comprends pas. Euh, voilà, j'ai voulu, pour donner mon avis sur Blame, j'ai voulu essayer de le compenser en lisant, en fait, en trouvant ce qu'en ont pensé d'autres personnes sur Internet. Je vais aller un petit peu fouiller. Mais en fait, quand j'ai cherché ça, je me suis aperçu que ce que je trouvais génial, les gens, c'était moi ce que j'ai détesté au niveau du manga. J'ai toujours s'ils ont aimé, j'ai trouvé ça chiant ou moche ou autre chose. Oui, donc non, Blame, je n'aime pas. Blame, je ne comprends pas cette série, comment elle atteint ce statut. Voilà, pour ce que ça donnait, ce que ça donne Blame. Donc, j'allais un petit peu plus loin quand même sur cet avis tranché. Euh, déjà, on va commencer par les dessins. Quand même pas souvent, mais là, je vais en parler. Parce que déjà, je trouve les personnages assez moches. Surtout d'une case à l'autre, des fois, ils n'ont pas forcément le même visage. Enfin, il est pas déformé. Enfin, je n'aime pas ce style-là. Certains vont dire qu'il est particulier, mais sous ce terme particulier, on peut tout mettre, oui. Mike Mignola fait des dessins particuliers, Frank Miller fait des dessins particuliers. Tiens, le mois prochain, je vais vous présenter Nduen Kibilal, il a des dessins particuliers, on peut mettre tout et n'importe quoi sous ce terme-là. Donc non, moi je trouve pas ça particulier, je trouve ça moche. Les personnages, puisque les architectures, là on peut le voir sur cette case-là, on peut le voir sur celle-là aussi. Là par contre, ça rend super bien. J'ai aucun problème. L'immensité de cette ville, elle est très bien rendue. J'aime beaucoup aussi quand même. J'aime bien des choses sur ce manga. Des fois les jeux d'échelle où on voit un personnage en petit et puis un personnage et puis avec tout le décor. Je vais essayer de vous trouver une case comme ça. Bah tenez, première case que je tombe. Voilà. Celle de droite pour moi, donc gauche pour vous. Personnage tout petit. Et grande ville autour. On va avoir d'autres cases au début sur des doubles pages. Où et celle-ci. Non, pas celle-ci. Ouais, bah non, pas plus. Ah si, le pont. Si, bah allez, allez. Deuxième case du manga. Voilà, personnages qui sont ici. Pour prendre cité. Donc non, ça par contre, ça c'est très bien, mais les dessins, les personnages, on peut le voir sur cette case là que j'ai montré. Je vais essayer de montrer une autre case aussi. J'ai pris que le tome 1 avec moi, j'aurais peut-être dû en prendre d'autres. Désolé, mais là, moi, là, ces personnages, je suis désolé, que ce soit le personnage là-haut, ou, euh, pardon, j'ai perdu ma main, voilà, ou celui-là et celui-là, bah non, j'approche pas, moi j'approche pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les scènes d'action aussi. L'auteur met du mouvement dans les personnages. Donc il y a plein de traits et tout, mais je trouve que ça rend l'action brouillonne. Donc bon, moi je suis. Non, je comprends rien à ce qui se passe dans les scènes d'action, mais non plus je comprends rien, vous allez comprendre après pourquoi. Et j'ai un dernier point quand même que je voulais souligner, parce que c'est un point ni positif ni négatif. S'il y a un mélange mécanique, organique sur les personnages qu'on va rencontrer tout au long des 6 volumes. Euh,
Et autant je les trouve super stylés, autant par moments je les trouve ultra moches, c'est des espèces de boulga de croquis, de crayonnés. Donc bon, voilà, les dessins, il y a du bon et du pas bon, pour moi, en tout cas. Et l'histoire. L'histoire, ça c'est génial l'histoire. Il y en a certains, je ne dirais pas non, hein, qui vont trouver ça, enfin, sur internet en tout cas, intéressant. Moi l'histoire, je la cherche encore. Voilà, je la trouve complètement inexistante. Oui, pour trouver l'histoire, faut sans doute faire attention à tout plein de choses en arrière-plan, à ce qui est raconté, il faut prendre le temps de lire. Il y a peu de cases, parce que oui, notre héros est taciturne, hein, il parle pas beaucoup. Mais voilà, faut peut-être faire, pour reconstituer tout ça, faut peut-être faire attention. Ça fait 2 fois que je le lis, et ben j'ai toujours rien vu, j'ai toujours pas vu d'histoire. Voilà, bon bah voilà, personnage comme je dis, il est taiseux, il dit rien, grand chose en tout cas. Très bien, ça peut marcher, les autres personnages qu'on va rencontrer vont parler pour lui, de temps en temps, mais ce qu'ils disent, on bite rien. Non, non, ils parlent, leurs discours sont complètement absents. Bon, voilà, l'histoire, elle est légère. Et là, pour vous citer un avis, le seul avis que j'ai trouvé d'une personne qui a aimé Blame, mais qui a au moins un avis un petit peu plus nuancé par rapport à tout ce qui était dit avant, il a un peu cassé tous les avis positifs. Donc, cet avis-là au niveau du scénario, c'est j'ai à moitié rien compris. Et ce que j'ai compris, je suis même pas sûr de l'avoir vraiment compris. À méditer. J'adore cette phrase. Ça résume bien Blame. Hein, voilà, on comprend rien. Et quand on comprend des trucs, on n'est pas sûr d'avoir compris. Oui, j'ai répété ce qu'il vient de dire. Ce que j'avais lu juste avant. Donc je sais que voilà. Beaucoup de personnes vont me blâmer pour penser quelque chose comme ça. Mais justement, c'est peut-être la force de cette série, c'est de ne pas nous laisser indifférents. Donc, la meilleure chose pour Blame, si tu veux savoir ce que ça donne, Blame, lis-le. Fais-toi ton propre avis, parce que je ne peux pas le donner, ça fait penser à des œuvres comme Cloud Atlas, où les gens ont des avis très tranchés, il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté, mais c'est Blame, c'est ça. On adore, on déteste. Petit truc quand même que j'aime bien, ça marche sur quelques couvertures. Si on prend la première, regardez, personnage là, il est de face, et là, pouf, on tourne la page, il est de dos, et c'est la même position, et si je prends même le côté, ici, l'intercalé, enfin le marque-page, hein, comme la couverture, on le voit de côté, donc il y a un peu un dessin technique du personnage, et j'aime bien ça, je crois que ça le fait sur les 3 premiers tomes, 3 ou 4, pas sur les tomes d'après, mais bon, ça c'était le petit trivia. Donc voilà pour le gros morceau du jour, c'était Blade. Voilà. Donc j'espère que que ça t'a aidé dans ton choix, chef, pour lire ou non Blade. Je ne pense pas. Je pense pas que j'ai beaucoup aidé. Ensuite, allez, il nous reste 2-3 titres. On passe sur Radiant Black, le tome 2. Donc j'avais déjà parlé du tome 1 il y a quelques mois. Je sais même plus quand, je l'ai pas noté. Tant pis. Donc, le Radiant Black, qui est une personne qui a trouvé, une espèce de trou noir qui flottait au milieu de rien. Et, il l'a attrapé et il est devenu un type costumé. Cette personne. Voilà. Donc, du coup, là, il a fait aussi la rencontre d'autres personnes, hein, on le voit sur la couverture. Il n'y a pas de spoil, c'est la couverture. Et donc, les Radiantes, ils vont affronter un adversaire qui souhaite récupérer le pouvoir qu'ils ont pu acquérir. Étant donné qu'il y a eu toujours tout plein de scénaristes et de dessinateurs, je vais quand même reparler un petit peu de Kalen Gins et Marcelo Costa, dont j'avais parlé déjà la fois précédente. Kalen Gins, c'était les comics Batman, Nightwing, il a fait du Power Ranger, ce qui se ressent dans l'histoire, hein. De toute façon, ça se voit, hein. Là, il y a la force jaune, force rouge, force noire, mais bon, ça ressemble vachement à bleu, et force jaune. Et non, il n'est pas jaune devant, marron derrière. Et ensuite pour Marcelo Costa, c'est un Brésilien et qui a fait beaucoup de couleurs pour les comics. Il a aussi dessiné, donc d'ailleurs ce comic là, et voilà. Donc, hop. Ah,
j'ai raté, voilà, voilà. Donc après la lecture du tome 1, j'avais vraiment envie de lire ce tome 2. J'avais un petit truc, mais voilà, trop d'attentes, ça j'avais décollé. Tout n'a pas fonctionné. Euh, Premier point déjà, au début, surtout ce premier volume, il y avait une comparaison avec Invincible qui se faisait, avec un petit truc côté Power Ranger qui arrivait. Bon déjà maintenant Invincible, on peut le mettre de côté. Hein. Pour moi, c'est beaucoup plus flou. Il y a plus, voilà, le côté Power Ranger est beaucoup plus présent, mais au final c'est un mélange d'Invincible de Power Ranger. Du coup, bah, ça fait Adam Black. C'est la série, on va dire, a pris son indépendance par rapport au maître étalon dont j'ai cité. Surtout en plus depuis les tenues, ça fait vraiment penser du Power Ranger. Euh, le premier volume, il nous amenait à nous poser plein de questions. J'aurais apprécié avoir la réponse à quelques questions dans ce volume 2, et malheureusement, bah, je ressors de la lecture avec encore plus de questions que dans le tome 1, et je n'ai pas eu, j'ai peut-être eu quelques réponses, mais c'est des réponses qui t'amènent encore plus de questions. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc ouais, j'ai un avis quand même assez mitigé sur ce tome 2. On verra le tome 3, hein. Ça je serais quand même bien curieux de le lire et je le lirai, je vous le présenterai le jour où il sortira. Donc voilà, je regarde si j'ai d'autres choses à dire. Non, voilà, ça s'est fait assez rapidement par rapport à Blade. La vie est moins tranchée déjà. Allez, hop, on arrive sur une bande dessinée qui est plus un petit fanzine, hein, puisque vous regardez, hop, c'est quelque chose qui est très souple. Hein. Et puis il y a un peu un petit format, je crois que c'est 78 pages. Du coup, qu'est-ce que ça va nous parler? Bienvenue à Elfternet. Ça nous parle des tribulations de deux elfettes pourrines, qui est plus des démons plutôt que des elfettes, dans un cybercafé. C'est une transposition du métier qu'a dû exercer l'auteur, parce qu'il se venge bien comme il faut sur les clients qu'il a pu rencontrer. Et ce tome 2, bah, nos elfettes et ce cybercafé, ils vont faire aussi relais colis. Donc il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Pour citer l'auteur, hein, qui est responsable des textes, dessins et de foi en l'humanité, Chadney, il a écrit aussi Petite ressemblance des clients avec des personnes existantes ou ayant existé n'est peut-être pas forte. Voilà, ça donne un petit peu le ton de la série, du côté humour. Hein. Donc Chadney, je vais vous donner directement la description qu'il a faite sur son projet Ulule, puisque c'est quelque chose qui est financé via Ulule. Donc c'est après quelques collaborations en amateur avec des amis, il s'est donc lancé en solo sur un projet qui s'est proche de réclamer depuis des années, hein, à savoir mettre en dessin toutes les merveilleuses facéties et les fantastiques clients à l'imagination débordante quand il s'agit de repousser les limites de l'expérience humaine. Il y a souvent des choses barrées avec le vrai terme sous le barré. Voilà un peu Chadney. Donc Chadney, je l'ai retrouvé du coup dans le volume. Il y a eu un spin-off aussi qui était, vu qu'on peut voir, vous pouvez voir sur la couverture, hein, de toute manière, et puis même sur la couverture, surtout la protection que j'ai, nos elfettes ont des formes généreuses. Et du coup, il a dérivé cette série aussi en, en côté érotique. Voilà, pour les plus de 18 ans, pour le public averti. Je vais vous montrer du coup quelques images, hein, vous aurez quand même quelques blagues. Donc ce second volume, c'est dans la même lignée que le tome 1, hein, donc il y a des blagues. Si c'est vraiment arrivé, putain, effectivement, je comprends la perte de foi en l'humanité. Euh, voilà, certaines blagues font quand même sourire, d'autres, c'est rigolo, hein, des fois j'ai rigolé plus d'une fois. D'autres, comme je parle, ça c'est normal, hein, sur toutes les blagues, sur 78 pages, non, le premier volume aussi, tout ne fonctionne pas, hein, mais bon, voilà, quand on sait que des situations sont tirées vraiment de faits plus ou moins réels, je plains Chadney, ça n'a pas dû être tous les jours facile à vivre. Hein. Voilà, on a des clients qui te disent qu'ils viennent à un endroit et en fait ils allaient à un autre endroit pour chercher leur colis. Personne qui arrive dans la cybersécurité, celle-là. Voilà. Ils demandent c'est combien l'heure, il y a juste en dessous. Bon, c'est des trucs de base, hein, mais je pense que n'importe qui travaille dans les commerces pourrait presque faire ce genre d'histoire. Bon, Chadney, lui, l'a faite. Voilà donc pour Bienvenue sur Elfternet. Je pense que je vous parlerai de Ulule, de Ulule quand le tome 3 sera en financement participatif. Hein. Faut compter à peu près 6 mois, je crois, entre le début du projet Ulule
enfin la fin du projet Bulle et la remise de la BD. Mais bon, ça au pire, vous pourrez voir le jour où le volume 3 sera financé. Déjà, voilà, il vient de terminer le volume 2. Là, il fait les derniers envois. Et après, il s'occupera du financement du 3. Ou peut-être d'un tome 2 érotique. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête de Châtelet. Et des fois, heureusement, parce que vu ce qu'il peut dessiner et ce qu'il peut imaginer, ou alors ce qu'il a vécu, c'est bien la mienne. Déjà que la mienne, voilà. Et on va passer du coup à la dernière bande dessinée de l'épisode avec The Harbinger. Notez le The, il est important. Donc, retour à l'univers Valiant, hein, on a l'habitude chaque mois. Donc, Peter Stanchek, c'est le psychotique premier mutant. Voilà. Si vous imaginez les X-Men, hein, bah voilà, les psychotiques, ce sont l'équivalent des mutants dans l'univers Valiant. Donc, Peter Stanchek, c'est le psychotique le plus puissant. Il s'est réveillé, comme ça, là, au milieu d'un peu de décombre, et il a un mot qui est en face de lui, qui est marqué « Sois meilleur ». Be better en anglais. Il sait pas du tout ce que ça signifie parce que Peter Stanchek, il a perdu la mémoire. Et il va lui arriver des choses, il va essayer de retrouver sa mémoire. Enfin. Tout ça, faut lire Sir Harbinger. Au niveau du scénario, on a Colin Kelly et Jackson Landing. Et là, c'est là où c'est super bien fait. Je vous ai déjà parlé de ces deux personnes il y a tout juste un an, puisque c'était en février dernier, hein, 2022, que j'avais parlé donc de Kelly et Lansing pour l'excellent The Jackal, qui était sorti du coup l'année dernière. Donc pour rappel, ils ont travaillé ensemble sur du Star Trek ou du Batman, aussi sur un comic consacré à Kang le Conquérant. Ça peut peut-être faire l'actualité si vous avez été voir des films au cinéma récemment. Et au dessin, on a Robin Rodriguez, qui est passé par les mutants chez Marvel. Tout est lié. Il a aussi s'est occupé aussi du tisseur et de son acolyte Spider-Gwen. Et dernièrement, il a dessiné le plus grand détective du monde, Batman. Mais bon, qui serait grand détective, mais est-ce qu'il le serait vraiment sans tous ses doutes? Je ne sais pas. Allez, passons au dessin et à la vue. Alors déjà, depuis quelques temps, l'univers Valiant, il m'emballait pas vraiment. Différents titres, c'était des reboots, semi-reboots. Je n'attendais pas, donc forcément, je n'attendais pas grand chose de ce The Harbinger. Donc, petit Yvon, et ben non, c'était vraiment pas mal en fait. Parce que déjà, au moins, voilà, l'univers, là, c'est un reboot. Et du coup, il va vraiment trancher avec tous les précédents travaux qui ont été faits sur Harbinger, et sur Imperium et la vie des morts de Toyo Harada. Ce sont déjà les dessins. Les dessins, on n'est plus sur un trait très clean. Là, on a des dessins qui sont un petit peu plus. Des formes très géométriques, onduleux. Certaines pages, là, comme celle-ci, très colorées et sombres à la fois. Donc, c'est un truc. Pardon, excusez-moi, je vais dire le terme. C'est quelque chose de particulier. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, moi, je sais que j'ai trouvé. Voilà, je sais que certains n'ont pas aimé. Moi, j'ai plutôt apprécié. Donc ça c'est bien, mais c'est pas forcément ce que j'attendais quand même sur une histoire de ce type-là, par rapport à ce que j'ai déjà lu. En plus j'ai toujours l'impression qu'il fait nuit dans les bandes dessinées, mais bon ça disons que c'est du détail, hein. C'est pas trop bon. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Oui, parlons de l'histoire, parce que c'est vraiment là qui m'a conquis un petit peu, parce que oui c'est un reboot, mais il a rebooté de manière intelligente pour ne pas oublier son passé. On va le citer de temps en temps, parce que bah voilà, pourquoi ce message soit meilleur, hein, c'est peut-être aussi par rapport à tout ce qu'a pu faire Peter Stanchek dans les ouvrages précédents, et peut-être beaucoup de pauses qu'il y a eu entre ces dernières aventures, enfin les dernières aventures des renégats dans Harbinger Renegade et The Harbinger. Il y a un trou. J'aimerais bien qu'on le comble un jour, j'y crois pas une seule seconde que ce sera comblé. Le but du jeu c'est d'attirer des nouveaux lecteurs, donc on va pas revenir sur un truc qui se passe avant. On attirera plein de nouveaux lecteurs. Et puis en plus, Valiant, j'ai des doutes sur ta viabilité à long terme. À voir. En tout cas, ce volume-là existe.
donc voilà. Pour... Donc ouais, bah, après l'histoire, oui, non, j'ai bien aimé, je peux pas grand chose à dire de plus, hein. Vous parlez des personnages, hein, ça reste un récit de super-héros, classique. Classique, oui et non, oui et non. Ah, oui et non, comment ça, oui et non, oui, je me parle à moi-même, hein, après m'avoir interrompu tout à l'heure, je me parle à moi-même. Ouais, je dis quelque chose, mais est-ce que c'est vide de sens ou pas? Ouais, c'est un peu vide ce que je viens de dire. Non, 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 voilà. Voilà, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, sinon après ça spoil. Et donc, comment vous donner envie à lire si je ne rentre pas dans les détails, mais après je spoil? Ah, voilà, j'ai le serpent qui se mord la queue, donc je sais pas trop. Donc, ouais, allez, concluons, hein, passons à autre chose, puisqu'en plus, conclusion, ça va vous dire ce qu'il faudrait faire, est-ce que lire ou pas Starbinger. Euh, Puisque je parlais des références à tout ce qui est passé, bah, même si c'est un reboot, non, faut lire quand même, justement, je pense qu'il faut lire tout ce qui est référé, donc lire tout le cycle des Psiotiques, hein, que ce soit donc Ginger, Imperium, La vie et mort de Toyo Harada, parce qu'en plus c'est très très bien, c'est bien à lire. Et puis bah, ce qui est sorti derrière, donc après Harbinger, enfin déjà il y a Face aussi à lire. Il y aurait Face. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre aussi? Voilà, on peut lire autre chose. Donc je fais lire, c'est écrit en plus. Ah bah non, c'est pas écrit. Bon bah lisez Harbinger. Donc non, voilà, vous pouvez dire ça. Euh, Avant de lire le reboot, comme ça vous aurez les références, je pense que ça manque. Faudrait voir quelqu'un qui le découvre, ce qu'il en pense. Voilà, dans cette histoire, il y a un petit côté doux amer, surtout parce que on est dans la tête de Peter Stanchek, hein, j'en ai pas parlé, mais Peter Stanchek, c'est à la base un junkie, parce qu'il est obligé de se droguer pour entendre les voix à côté. Donc c'est pour ça le soit meilleur, hein, quand même, il devient un petit peu plus clean. Donc voilà pour The Pinger. Et c'est donc la fin de cette chronique PD. Pouf, repassons sur les points principales. Bah déjà, comme d'habitude, j'espère que la chronique vous a plu. Là, je vois, bon, elle est plus courte que d'habitude, mais encore que j'ai tenu 50 minutes parce que j'ai tiré. On a eu la digression euh, durant le tome des elfes. On a eu Blame aussi, dont je voulais vous parler, qui a duré un peu plus longtemps. Mais j'ai tiré le reste aussi, j'avoue. Donc sur ce, bah, la prochaine fois, on va se retrouver. Je vais regarder la date. On va revenir au premier vendredi du mois, normalement, si tout va bien. Donc, ce qui nous emmène au 7 mars. Non, 7 mars 7 mars Non, 7 avril. 7 avril. Donc, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Oh là là, ça va être un mois et demi, ça va être long. Vous allez en avoir des titres. Oui, vous allez avoir beaucoup de titres. Donc, l'émission sera peut-être beaucoup plus longue la prochaine fois. Euh, Donc la semaine prochaine, non, oui, donc la semaine prochaine, la prochaine chronique, oui, il pourrait y en avoir, parce que oui, à la base je ne pouvais pas, mais finalement je pourrais. Mais non, je vais revenir quand même au rythme classique, hein, tant pis, il y aura 6 semaines. Mais là j'étais bien, j'avais eu 3 semaines, j'ai apprécié justement de revenir plus souvent, mais si je fais toutes les 3 semaines la chronique, plus personne ne comprendra rien, peut-être que ça va tomber, ce sera le bordel, toutes les 3 semaines, je veux dire toutes les 3 semaines, même moi je ne me sentirai pas, donc autant dire tous les premiers vendredis de chaque mois. Restons là-dessus, donc le 7 avril. Si je mets, je ne peux pas parce que ça attend quand même longtemps. On décalera ça au 31 mars. On verra, je vous tiens au courant sur le Discord des sur le, sur le salon privé. Sinon, vous avez le planning qui est mis à jour régulièrement par Bouboule. Merci Bouboule. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end et puis un bon mois de mars et une bonne fin de février. Et du coup, ça reste avec le bon week-end parce que c'est le début de la semaine d'après. Enfin, on se comprend. Donc merci chef d'être passé. Ce soir, oui, il y a les guys qui tombent sur la chaîne des Kitsune Runners. Passez dire coucou. Voilà, allez, sur ce, prochaine. Et puis, portez-vous bien. Des bisous. Ciao, ciao. Et